Il fut le plus grand cuirassé de son époque et immobilisa toute la flotte ennemie lors d'une chasse qui marqua l'histoire navale moderne. À ce jour, le nom Bismarck reste le plus associé à l'histoire de la Kriegsmarine durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire de ce cuirassé fut aussi courte que riche en émotions. Le 18 juin 1935, une délégation allemande à Londres a signé le Bisanzio-Dozzano. L'accord naval anglo-allemand prévoyait que la Kriegsmarine pouvait se développer sans jamais dépasser 35% de la Royal Navy. L'intention allemande était de lancer une alliance anglo-allemande contre l'Union soviétique, mais les Britanniques ont signé le document uniquement dans l'espoir de contenir l'expansionnisme militaire allemand. Quoi qu'il en soit, l'accord a donné à Hitler le feu vert pour lancer l'expansion et la modernisation de sa marine de guerre. Étant donné que l'approbation britannique avait outrepassé les termes établis dans le traité de Versailles, exemptant effectivement l'Allemagne de continuer à le respecter. La signature de l'accord a permis à l'Allemagne de rejoindre le système de construction navale établi par le traité de Washington, qui autorisait la construction de cuirassés allant jusqu'à 35 000 tonnes. En 1935, l'Italie a annoncé la construction de 2 cuirassés de la classe Littorio, qui respectèrent le poids maximal établi, tout comme la France qui a fait de même en annonçant sa classe Richelieu. L'amiral Erich Raeder, chef de la Kriegsmarine, a vite exploité ces nouvelles possibilités, et il a accéléré la planification qui était déjà secrètement en cours pour sa nouvelle classe de grands cuirassés. Mais Raeder et les amiraux allemands avaient des plans encore plus ambitieux. Et les 2 nouveaux navires, secrètement, ont été conçus pour dépasser largement les limitations de poids internationales. Les 2 nouveaux cuirassés porteraient les noms Bismarck et Tirpitz, en hommage à l'ancien chancelier et artisan de l'unification allemande Otto von Bismarck, et le grand amiral Alfred von Tirpitz, qui a dirigé l'expansion de la marine impériale allemande. Le contrat pour la construction du Bismarck a été attribué au chantier naval Blohm & Voss, à Hambourg, qui a posé sa quille le 1er juillet 1936. En accord avec Adolf Hitler, Raeder avait décidé de l'installation de l'armement principal composé de 4 tourelles doubles avec des canons de 380 mm, avec un impressionnant arsenal secondaire de 12 canons de 150 mm et 16 de 105 mm, ainsi qu'un vaste dispositif antiaérien composé de 16 canons de 37 mm et 12 de 26 mm. Pour accueillir cet arsenal flottant, le Bismarck fut conçu avec une longueur de 251 mètres, une largeur de 36 mètres et un tirant d'eau de 9,9 mètres point. Sa ceinture blindée avait 32 cm d'acier et il était propulsé par 3 turbines à vapeur et 12 chaudières à mazout fournissant la puissance. Pour atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds, soit 55,5 km/h. Le Bismarck était également équipé de 4 hydravions de reconnaissance Arado AR-100, 96 de stockés dans un double hangar au centre et 2 autres dans des hangars séparés. De chaque côté de la cheminée, les avions étaient lancés par une catapulte bidirectionnelle transversale installée juste derrière la cheminée. Le navire était également équipé des instruments navals les plus modernes de l'époque, y compris 3 radars Z-Tact capables de localiser des cibles navales dans un rayon allant jusqu'à 19 km, installés sur les télémètres avant et arrière ainsi qu'au sommet de l'île de commandement. L'équipage standard du Bismarck se composait de 103 officiers et de 1962 marins répartis en 12 divisions. Cela comprenait 6 divisions uniquement pour l'exploitation de l'armement, une pour le matériel de guerre, une pour l'intendance, une pour les communications et 3 pour l'exploitation des moteurs. Pour accueillir tout cela, le Bismarck affichait un poids nominal de 41 700 tonnes et lorsqu'il était complètement chargé, de 50 300 tonnes. Il est ainsi devenu le cuirassé européen au plus grand déplacement de son époque. Erich Raeder n'a pas eu besoin de cacher son secret très longtemps, puisque en 1937, le Japon s'est retiré du traité de Washington pour construire ses super cuirassés de la classe Yamato, ce qui a poussé les autres puissances à invoquer la clause d'escalade qui leur permettait de dépasser les 35 000 tonnes, avec une extrême pompe et la présence de toute la haute direction du Troisième Reich. La Kriegsmarine a lancé sa nouvelle fierté le 14 février 1939, baptisée par Dorothee von Löwenfeld, petite fille du chancelier Otto von Bismarck.
Déjà à flot, le navire a reçu sa superstructure, son armement, dont les 4 tourelles principales, Anton, Bruno à l'avant, César et Dora à l'arrière. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre de cette année-là, l'ancrage du Bismarck a commencé à être protégé contre les bombardiers ennemis. Mais aucune attaque ne l'a endommagé pendant que sa construction était finalisée. Avec le navire presque terminé, il ne restait plus qu'à décider qui serait l'officier chargé de le commander, et Haider fit un choix audacieux pour une position aussi prestigieuse. Le commandement du Bismarck fut confié au capitaine Sorze Ernst Lindmann, un officier qui n'avait jamais commandé un cuirassé auparavant, mais qui était un vétéran expérimenté de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile espagnole, ainsi que le plus grand spécialiste allemand de l'artillerie navale. Avec ce choix, la Kriegsmarine montrait clairement qu'elle avait l'intention de mettre pleinement à profit sa nouvelle et gigantesque plateforme d'armes. Le nouveau Kriegsmarine Schiff Bismarck entra finalement en service dans la Kriegsmarine le 24 août 1940 et immédiatement emmené par Lindemann pour des essais en mer Baltique, où le navire impressionna en dépassant sa vitesse prévue et se révéla être une plateforme de tir très stable. Mais on découvrit rapidement aussi une faille dans sa conception. On a constaté que manœuvrer le Bismarck seulement avec les 3 propulseurs, sans les gouvernails, le rendait instable et difficile à maintenir sur sa trajectoire. Les essais ayant duré jusqu'en décembre, le Bismarck retourna à Hambourg pour une dernière série de mises à jour, devant ensuite rejoindre la base navale de Kiel. Mais il fut finalement empêché par le mauvais temps hivernal et par un naufrage à l'entrée du port qui mit du temps à être dégagé. Et le navire n'a jeté l'ancre à Kiel que le 9 mars 1941. Pendant ce temps, la Kriegsmarine menait dans l'Atlantique Nord la réussie opération Berlin, ayant quitté Kiel le 22 janvier avec ses 2 croiseurs de bataille modernes, Scharnhorst et Gneisenau, traversant le détroit du Danemark entre le Groenland et l'Islande pour attaquer les convois alliés qui traversaient l'océan. À bord du Gneisenau se trouvait l'audacieux commandant de l'escadre de surface de la Kriegsmarine, l'amiral Günther Lichens, qui dirigeait les 2 grands navires. Au cours d'une campagne réussie de 60 jours qui a abouti au naufrage ou à la capture de 22 navires ennemis. Le 22 mars, après avoir parcouru 29 000 km, les 2 navires sont arrivés sains et saufs dans la France occupée et Lichens a vu son prestige catapulté par la presse allemande. La marine voulait maintenant exploiter ce succès, en augmentant considérablement la mise. La planification initiale de l'opération Rheinbong, également appelée exercice du Rhin. Elle prévoyait l'utilisation du Bismarck et du Tirpitz, en collaboration avec le Scharnhorst et le Gneisenau. Mais des retards dans la construction du Tirpitz l'ont vite exclu de la liste. Pour aggraver les choses, le Scharnhorst et le Gneisenau ont dû subir d'importantes réparations après l'opération Berlin et ne seraient pas non plus disponibles à temps. Le seul navire capable d'accompagner le Bismarck dans cette nouvelle aventure serait le croiseur lourd Prinz Eugen, également récemment mis en service dans la Kriegsmarine. Le 26 avril, même après que Lichens ait suggéré de retarder l'avancée pour permettre la participation de plus de navires. Raeder a décidé que l'opération devait être lancée immédiatement afin d'empêcher l'ennemi de prendre l'avantage. Alors qu'il se trouvait à Kiel, le Bismarck a été visité par le capitaine Anders Forshaw, attaché naval suédois à Berlin. Il est retourné à Stockholm et a fait une description détaillée du navire. Ce document a été divulgué aux Anglais par des éléments anglophiles au sein du haut commandement de la marine suédoise, devenant ainsi le premier rapport détaillé sur le Bismarck à parvenir à Londres. Le 5 mai, Hitler a visité le navire et discuté avec Lichens des perspectives de mission. 11 jours plus tard, l'amiral a affirmé que le Bismarck et le Prinz Eugen étaient en prêt et équipés, attendant les ordres pour appareiller. L'équipage du Bismarck pour l'opération Rheinbong comptait 2221 marins, plus 65 membres de l'état-major de l'amiral Lichens, dont le Fregattenkapitän. Paul Ascher, qui avait été officier d'artillerie sur le Graf Spee lors de la bataille du Rio de la Plata, et qui avait réussi à retourner en Allemagne après des mois d'internement en Argentine. Le navire transportait également 80 marins supplémentaires pour servir d'équipage au cas où ils captureraient des navires ennemis pendant la mission. À 2h du matin, le 19 mai, le Bismarck a quitté Gotenhafen et a traversé les détroits danois. Il a été involontairement observé par des informateurs anglais qui ont signalé sa position à l'amirauté à Londres.
Au coucher du soleil le lendemain, les navires ont atteint la côte norvégienne, se dirigeant vers le nord le long du littoral, atteignant Bergen à midi le 21. C'est là qu'un Spitfire a réussi à photographier le Bismarck et son escorte. Informant le commandant de l'escadre anglaise, l'amiral Sir John Tovey, qui a immédiatement envoyé le croiseur de bataille His Majesty's Ship Hood, ainsi que le tout nouveau cuirassé His Majesty's Ship Prince of Wales, pour patrouiller correctement le passage du Groenland, espérant que les Allemands referaient leur trajet de janvier. Lors de son arrêt à Bergen, Likens a confié à son collègue, l'amiral Wilhelm Marschall, qu'il ne voyait aucun espoir de survie. Marschall lui a conseillé de ne pas suivre à la lettre les ordres de Raeder, mais Likens était déterminé à aller de l'avant avec les ordres qu'il avait reçus. L'attitude intransigeante de Likens se répétait avec le capitaine Ernst Lindemann et Helmut Brinkmann, commandant du Prinz Eugen. La faible communication avec les deux capitaines a marqué toute la mission, les rendant nerveux face au silence de l'amiral. À 19h30 ce soir-là, les navires quittèrent de Bergen et marrent le cap sur l'Arctique. Et vers minuit, l'amiral Haider informa enfin Adolf Hitler de l'opération qui jusque-là avait été gardée totalement secrète. Hitler donna finalement son aval à l'opération à contre-cœur. Le lendemain, Lichens apprit de la Luftwaffe que 4 cuirassés et un porte-avions étaient donc encore à la base navale de la Royal Navy à Scapa Flow, ce qui lui donna la certitude qu'ils n'avaient pas encore été repérés. Lichens entra une fois de plus en conflit avec ses capitaines, ordonnant la traversée par le passage le plus éloigné du Groenland, au lieu de la route la plus courte entre l'Écosse et l'Islande, préférée par Lindemann. Lindemann pensait que la route la plus courte surprendrait les Anglais. Mais Lichens insista, affirmant que le brouillard du Groenland offrirait une couverture compensant la distance. À 4h du matin, le 23 mai, Lichens a ordonné aux navires d'augmenter leur vitesse à 27 nœuds, soit 50 km/h, pour effectuer la traversée du détroit du Danemark. Et les deux navires ont activé leur radar en entrant dans la zone. À 19h22, le radar allemand détecta le croiseur His Majesty's Ship Suffolk, les suivant à 12 500 mètres, et une équipe d'écoute à bord du Prinz Eugen a découvert que le Suffolk transmettait la position des navires. À 20h30, le croiseur Norfolk a rejoint le Suffolk et s'est audacieusement rapproché de la flottille allemande. Le Bismarck a répondu en ouvrant le feu avec 5 salves de ses canons principaux, touchant le Norfolk avec des éclats d'obus, ce qui a forcé le croiseur à faire rapidement demi-tour et à augmenter la distance. À 22h, Lichens a ordonné un virage à 180 degrés dans l'obscurité pour surprendre les croiseurs anglais. Le radar du Suffolk a détecté la manœuvre et les navires ennemis se sont à nouveau enfuis. Pendant la nuit, le Norfolk et le Suffolk ont suivi le Bismarck à distance, rapportant continuellement sa position à l'amiral Tovey. Le 24 mai à 5h07, les opérateurs d'hydrophone du Prinz Eugen ont détecté 2 grands navires à 37 km à l'est et à 5h45, 2 traînées de fumée ont été aperçues à l'horizon, appartenant à la force commandée par l'amiral Lancelot Holland, composée du Hood et du Prince of Wales. À 5h52, le Hood a ouvert le feu à 26 km, suivi par le Prince of Wales une minute plus tard. Le corvetten-capitaine Adalbert Schneider, premier officier d'artillerie du Bismarck, a demandé la permission de riposter, mais Lichens a hésité. Furieux, Lindemann est intervenu et a dit à l'amiral « Je ne vais pas laisser mon navire être détruit juste sous mon derrière ». À contre-cœur, Lichens a autorisé l'ouverture du feu à 17h55, les navires anglais s'approchant de face, ne pouvant pas utiliser leurs tourelles arrière. Mais les Allemands ont pu utiliser toutes leurs armes contre leurs adversaires, en se concentrant sur le Hood. Après une minute, le Prinz Eugen fut le premier à toucher le Hood avec ses canons de 203 mm, provoquant un incendie. Après 3 salves, Schneider verrouilla la portée du Hood et ordonna des salves rapides de ses 4 tourelles. Alors que Holland virait de 20 degrés pour aligner ses navires aux Allemands, Lichens ordonna au Prinz Eugen de viser le Prince of Wales pour garder les 2 ennemis sous le feu. Au même moment, les batteries secondaires du Bismarck visaient également le navire. À 6h du matin, alors que le Hood terminait sa manœuvre de mise en parallèle. La 5e salve du Bismarck a touché le navire de plein fouet, pénétrant son pont et atteignant la soute arrière, où elle a explosé.
112 tonnes d'explosifs y étaient stockées. Une explosion monstrueuse a coupé le Hood en deux, sa moitié avant restant brièvement à flot avant de s'arrêter, de pointer vers le haut, puis de couler rapidement. En 8 minutes, le Hood disparut, ne laissant que 3 survivants sur 1419 membres d'équipage. Un enthousiaste Schneider annonça le naufrage via les haut-parleurs du Bismarck qui braqua vite ses tourelles sur le Prince of Wales. Incroyablement, le Bismarck toucha le cuirassé britannique dès sa première salve, avec un obus traversant la passerelle de commandement, tuant tous ceux qui s'y trouvaient, sauf le capitaine et un autre officier. Malgré d'importants dégâts, le Prince of Wales toucha le Bismarck avec 3 salves, inondant certains compartiments. À 18h13, le Prince of Wales se retira, protégé par un rideau de fumée. Lindemann préconisa la poursuite du navire pour le détruire, mais Lichens rejeta la suggestion et ordonna de continuer sur la route prescrite vers l'Atlantique. Après l'action, en recevant le rapport de dommages du Bismarck, qui signalait une gîte de 9 degrés sur bâbord et une grande traînée d'huile s'échappant du navire, Lichens informa Berlin de sa décision de séparer ses forces manquant Richthofen. Le Prinz Eugen attaquerait les convois, tandis que le Bismarck se dirigerait vers Saint-Nazaire, sur la côte française, pour réparation. L'amiral Sir Frederick Wake Walker commandait la force incluant les croiseurs Norfolk et Suffolk. En plus du cuirassé endommagé, Prince of Wales, il continua à suivre le Bismarck à distance. Pendant ce temps, un Winston Churchill furieux, en apprenant le naufrage du Hood, ordonna à tous les navires de guerre de la région de se regrouper. Poursuivant, il donna son célèbre ordre: couler le Bismarck. Sir John Tovey était déjà en mer à bord du nouveau cuirassé King George V et le cuirassé Rodney, qui était en mission d'escorte vers le Canada. Il fit demi-tour et alla vers le Bismarck. Au total, 6 cuirassés et croiseurs de bataille, 2 porte-avions, 13 croiseurs et 21 destroyers furent envoyés pour la chasse. À 6h14, Lichens donna enfin l'ordre au prince Eugène de s'éloigner et fit demi-tour pour affronter les croiseurs de Wake Walker afin de permettre aux navires de s'échapper. Ayant momentanément repoussé les Anglais, le Bismarck continua en direction de la France, maintenant toujours une vitesse de 28 nœuds, supérieure à celle des cuirassés anglais. S'il continuait ainsi, la Royal Navy n'aurait aucune chance de le rattraper. Quelques heures plus tôt, Tovey avait envoyé le porte-avions Victorious en avant afin qu'il se positionne pour lancer ses torpilleurs contre le Bismarck. À 22h, 9 Fairey Swordfish du 825e escadron aéronaval décollèrent, mais leur attaque avait été repérée par les défenseurs du Bismarck. Un mur de feu anti-aérien illumina la nuit et les batteries principales du Bismarck tirèrent à leur dépression maximale, pour créer d'énormes barrières d'eau devant les fragiles biplans. Bien qu'aucun avion n'ait été abattu, le navire évita 8 des torpilles, mais la dernière le toucha de plein fouet sur la ceinture blindée, causant de légers dégâts au système électrique. Pendant ce temps, les navires de Wake Walker furent forcés de zigzaguer pour éviter une menace de sous-marins dans la zone. Bismarck en profita pour prendre de l'avance et disparaître de leur vue. La chasse devint désespérée le 25, car beaucoup de navires étaient à court de carburant. Et la force H, commandée par l'amiral Sir James Somerville, à bord du croiseur de bataille Renown, avait quitté Gibraltar avec le porte-avions Ark Royal et le croiseur Sheffield. Mais Lichens a commis l'erreur d'envahir, envoyant constamment des messages radio au haut commandement de la marine. Et ces messages ont été déchiffrés à Bletchley Park, donnant aux Anglais la position du navire allemand. À 10h30 le 26 mai, un Catalina du Coastal Command de la Royal Air Force a localisé le Bismarck à 280 km au nord-ouest de Brest, une distance qui le placerait sous la couverture de la Luftwaffe en moins d'une journée. Le seul espoir d'arrêter le navire à temps étaient les torpilleurs de l'Ark Royal, qui approchaient par le sud. À 19h10, 15 Swordfish ont décollé en direction du navire allemand qui était déjà observé à distance par le croiseur Sheffield. Une fois de plus, accueillis par une tempête de tirs anti-aériens, 13 des Swordfish ont manqué leur cible, avec seulement une torpille touchant le navire à tribord, explosant contre la ceinture blindée. Mais à 21h05, le Swordfish, piloté par le lieutenant John Moffat, s'est approché courageusement à travers les traçantes allemandes.
et il a lancé sa torpille à tribord arrière du Bismarck, qui a explosé près du gouvernail bâbord, le bloquant dans une position de virage de 12 degrés à tribord. Le Bismarck est alors devenu incontrôlable, pris dans une courbe continue qui l'éloignait définitivement de la sécurité de la côte française. À 21h40, Lieschen a annoncé par radio « Navire incontrôlable ». Nous nous battrons jusqu'à la dernière salve. Longue vie au Furor. Cette nuit-là, tandis que la flotte de Tovey approchait par le nord, un groupe de destroyers harcelait le Bismarck mourant, le maintenant illuminé avec des fusées éclairantes toute la nuit. Au petit matin du 27, l'équipage a tenté de lancer l'une des ancres avec les journaux de bord et les enregistrements du naufrage du Had. Mais ils se sont rendus compte que la catapulte avait été endommagée par les combats et l'avion a simplement été poussé à l'eau. À 20h43, les vigies du King George V ont aperçu le Bismarck à 23 km de distance et, 4 minutes plus tard, le navire a ouvert le feu, avec le cuirassé Rodney. À 20h50, le Bismarck a riposté, mais sa trajectoire erratique empêchait toute précision de tir. Encerclé, le Bismarck est également tombé sous le feu des tourelles de 203 MMA des croiseurs lourds, Norfolk et Dorsetshire, à une distance de plus en plus réduite. Jusqu'à ce qu'à 9h02 du matin, un obus de 406 mm du Rodney frappe de plein fouet la passerelle du cuirassé allemand, tuant l'amiral Lischens et le capitaine Schneider, et blessant grièvement le capitaine Lindman. Le lieutenant Burkhard Pfeiffer Millenheim Eschberg, 4e officier d'artillerie, prit le commandement des tourelles de tir déjà décrépites du Bismarck, tirant les dernières salves à 9h27. Au milieu du désespoir et des innombrables incendies à bord du Bismarck, le frégaten-capitaine Hans Heuss prit le commandement du navire et ordonna le sabordage du cuirassé pour éviter sa capture. Pendant que les charges de démolition étaient installées, l'équipage se réfugiait sur le pont, des centaines d'hommes étant victimes du feu à bout portant, des cuirassés britanniques. Les charges ont explosé à 10h20 et, 15 minutes plus tard, le navire présentait déjà une forte inclinaison sur tribord. Tovey a ordonné aux cuirassés de s'éloigner et aux croiseurs Dorsetshire de terminer l'attaque en lançant 2 torpilles contre le navire allemand qui avait déjà de l'eau sur le pont. Le Bismarck n'était plus qu'un tas informe et fumant, mais son pavillon de combat continuait de flotter, en haut du mât. Des survivants disent avoir vu à ce moment-là le capitaine Lindman, blessé et au garde-à-vous près du mât avant, couler avec son navire. Le Bismarck a disparu sous les vagues à 10h40. Sur les 2221 membres d'équipage, seuls 114 ont été sauvés de l'eau, car une menace de sous-marins a forcé les navires anglais à quitter les lieux. Ce même jour, Adalbert Schneider avait été décoré de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer pour avoir coulé le Hood. Et, en décembre de cette année-là, le capitaine Lindman a reçu à titre posthume la même distinction. À partir de cette catastrophe, la Kriegsmarine a renoncé à utiliser de grands navires de surface pour des opérations dans l'Atlantique, s'appuyant entièrement sur les sous-marins. Le 8 juin 1989, l'explorateur Robert Ballard a trouvé l'épave du Bismarck à 4791 mètres de profondeur. En inspectant la coque, il a confirmé que le bombardement britannique, même à une distance aussi courte, cela n'avait pas été déterminant pour le naufrage du navire, qui a effectivement coulé en raison des efforts de son propre équipage pour le saborder. La courte et intense carrière de combat du Kriegsmarine Schiff Bismarck a été un point culminant de la Seconde Guerre mondiale en Europe et est devenu l'un des moments les plus émouvants de la guerre navale au XXe siècle. Alors, tu as aimé cette vidéo, alors soutiens-nous sur Apoyas et aide à maintenir la salle de guerre. Ta contribution est très importante pour la chaîne. Je remercie déjà tout le monde qui aide, en particulier ces camarades ici, qui sont vraiment au top. Et si tu veux acheter les livres que j'utilise pour faire ces vidéos, leurs liens sont juste ici en bas. Regarde ces vidéos que j'ai choisies pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les notifications. Quand je publierai d'autres vidéos, je vais m'arrêter ici. Je te remercie encore une fois pour ton audience. Et une grosse accolade de la salle de guerre.